Bonjour à toutes et à tous. Merci de rejoindre nos auditeurs dans le cadre de cette discussion que nous avons souhaité organiser sur le thème de la cybersécurité et de la résilience opérationnelle dans les services financiers. Sujet très très actuel puisque la cybersécurité est vraiment devenue un défi que doivent relever les directions métiers, les directions juridiques, les directions de la conformité également. Elle fait d'ailleurs l'objet dans le secteur financier de plus en plus de groupes de travail, de recommandations, de bonnes pratiques et également de projets de texte au niveau européen. Nous le verrons un petit peu plus tard. Pour vous en parler, nous sommes entourés des meilleurs experts en la matière, ayant chacun une approche très différente et très complémentaire, puisque nous allons aborder ce sujet protéiforme par l'angle de l'opérationnel et évidemment également via ses aspects juridiques et réglementaires. Pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Aurore Ominetti. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous dirigez actuellement la Business Unit IBM Security France et vous êtes, je crois, au premier rang de la scène cyber. Vous équipez et vous conseillez vos clients au quotidien pour anticiper les enjeux qui se dressent en matière de cybersécurité. Donc, c'était particulièrement important pour nous de compter sur votre présence aujourd'hui. J'imagine que nos auditeurs seront également ravis d'entendre l'avis d'une experte sur cette matière pour bien comprendre avant toute chose ce dont on parle. Et ça sera ma première question, Aurore, puisque il y a beaucoup de définitions en fait assez théoriques qui existent sur ce sujet de la cybersécurité, également dans les textes, dans la réglementation. Mais vous, d'un point de vue très opérationnel, au regard à la fois de votre activité, également du secteur financier, comment est-ce que vous pourriez définir la cybersécurité? Alors, si je repars de ce qu'est la banque finalement, une banque historiquement, c'était le symbole du coffre-fort. Donc, de la sécurité, de la confiance, de la sûreté et de la stabilité. Et pourtant, le secteur bancaire est aujourd'hui le secteur, et c'est la même chose depuis des années, le plus ciblé par les cyberattaques. Donc, pour les banques, la cybersécurité apparaît aujourd'hui comme essentiel, un point essentiel pour conserver cette confiance des clients, pour conserver cette image de forteresse et donc lutter contre les cyberattaques et les fraudes desquelles elles sont victimes. Et donc la cybersécu pour les banques, mais aussi pour le coup pour quel que soit le secteur d'activité, c'est bien un ensemble de moyens pour assurer la protection des systèmes d'information et des données. Et ces moyens de protection, eh bien, en fait, c'est aussi bien des technologies, que des processus, que des bonnes pratiques, que des méthodes, que les humains, les employés tous autant qu'ils sont de l'entreprise et les arsenaux législatifs qui existent. Donc la cybersécurité, pour les banques, mais aussi pour encore une fois, probablement pour l'ensemble des autres secteurs d'activité, c'est vraiment un programme d'entreprise qui est à mettre en œuvre pour lutter contre les cyberrisques. Très très clair. Alors on comprend que la dimension est assez large. Euh, Est-ce que vous identifiez une diversification en fait des cyber-risques, des natures de cyber-risques? J'imagine qu'il y a plusieurs catégories de cyber-risques. Dans le secteur financier, est-ce que depuis quelques années, par exemple, vous avez noté également une prise de conscience plus importante dans les directions générales, les directions juridiques ou de conformité vis-à-vis de cette nature de risque? Alors, oui, tout à fait. Il faut bien comprendre que l'évolution des cyber-risques, eh bien, suit l'évolution des contextes environnement, l'évolution de la transformation des IT, la transformation des technologies. Et dans le monde bancaire, eh bien, on assiste à la transformation du digital, l'avènement du télétravail depuis qu'on est en pandémie, j'allais dire, l'adoption du cloud, l'arrivée des crypto-monnaies, l'Internet des objets. Tout ça sont autant de facteurs ou d'évolution, si on le met très positivement, qui impactent les banques et qui donc transforment les usages, transforment donc les risques, les cyber-risques auxquels les banques sont confrontées. Concernant la prise de conscience des directions générales, là aussi, on voit une grande évolution assez rapide. On voit que médiatisation après médiatisation, évolution de la réglementation après évolution, les directions générales, les départements de conformité ou les départements juridiques prennent en compte et appréhendent les cyber-risques.
Ça s'illustre de plusieurs façons. Si je prends quelques exemples, on a pu voir là très récemment que l'agence Fitch prend désormais en compte le cyberrisque dans sa notation de crédit. Donc c'est quand même notable et assez récent. On a le baromètre Allianz qui publie tous les ans, après enquête auprès de milliers d'entreprises, quels sont les risques les plus importants auxquels sont confrontées les entreprises. En 2020, le cyberrisque était le 3e, juste après la pandémie, qui n'existait pas en 2019, par exemple, mais donc la pandémie qui est passée numéro 1 et l'arrêt d'activité, parce que qui était extrêmement corrélé au premier. Donc le cyberrisque est apparu en 3e position l'année dernière, ce qui est là aussi révélateur de la prise de conscience dont on parlait. Un autre exemple qui n'a rien à voir avec les 2 premiers, mais par exemple l'année dernière, on a accompagné des centaines d'entreprises, de dirigeants d'entreprises dans l'exercice à la gestion de ces cyberrisques. Comment réagir, qui réunir, comment communiquer, qu'est-ce que je dois faire. Donc, il y a vraiment cette prise de conscience qu'on note, j'allais dire, de différentes façons et qui est réelle et assez rapide ces dernières années, oui. Ouais, du coup, c'est vrai que à vous écouter, on comprend aussi pourquoi la réglementation, alors j'allais dire européenne, mais finalement même les groupes supranationaux se sont emparés de ces sujets, compte tenu de son importance et également de sa diffusion dans tous les secteurs économiques. Mais d'une manière générale, est-ce que vous pensez qu'au-delà justement des travaux que les régulateurs peuvent mener actuellement et des règles qui sont soit existantes, soit qui vont bientôt arriver, est-ce que vous pensez qu'au-delà de ça, au-delà de la réglementation, il faut également prévoir des bonnes pratiques complémentaires à ce que la réglementation impose pour mieux se protéger? Alors, probablement, je ne sais pas s'il faut opposer bonne pratique et arsenal législatif. Complémentaires, en tout cas. Oui, voilà. Ouais. En tout cas, ce qui est certain pour moi, c'est que le domaine bancaire est extrêmement particulier parce qu'il est il est le garant d'un équilibre d'un système global, en fait. Il a besoin d'être robuste et il ne peut pas être soumis à en tout cas juste des bonnes pratiques et à la bonne volonté de mettre en place quelque chose ou pas. Donc les bonnes pratiques qui sont très pragmatiques potentiellement, oui, vont pouvoir compléter. Néanmoins, c'est loin d'être suffisant dans un domaine où les décisions ne peuvent pas être aléatoires, ne peuvent pas être disparates. Et d'ailleurs, le système bancaire est celui qui est le plus soumis à des lois spécifiques, qui a le plus de régulateurs sur le dos, si je puis dire ça comme ça, et qui est le plus mature et qui est le plus avancé en termes de cybersécurité. Donc le lien est assez facile à faire, mais les bonnes pratiques ont souvent inspiré les arsenaux législatifs. Donc je pense que tout ça est un grand puzzle. Oui, effectivement. C'est vrai que les régulateurs en général font appel aux parties prenantes, hein. Les stakeholder groups sont là pour justement essayer d'équiper les régulateurs à la préparation des nouvelles règles. Et donc effectivement, sans doute que l'opérationnel est très complémentaire à la règle. Vous mentionniez tout à l'heure la crise sanitaire et économique qui s'ensuit. Malheureusement, on pourrait avoir à l'avenir d'autres crises sanitaires, peut-être pas d'une ampleur aussi importante, mais en tout cas comparables sur certains aspects. Est-ce que vous avez constaté une augmentation du risque des cyberattaques dans ce contexte de crise sanitaire et économique? Et si oui, dans quelle proportion? Est-ce que vous avez des exemples à citer dans le secteur financier de ce type de risque qui aurait pu être mieux anticipé ou réduit de manière conséquente? Alors, la réponse est oui, sans hésitation. Tous les ans, IBM publie le rapport X-Force, bref, qui révèle l'état des risques observés à travers le monde. D'accord ? Ce dernier rapport, donc, qui fait état de tout 2020, révèle par exemple que pour la première fois, l'Europe a été le continent, ou la zone géographique la plus ciblée par les cyberattaques. L'Europe devant les États-Unis, c'est la première fois que ça paraît. L'impact Covid est flagrant, j'allais dire, puisqu'on a noté une évolution, une augmentation de 300% des cybercrimes déclarés.
Donc c'est quand même énorme et les cybercrimes déclarés ne représentent pas la totalité de ce qui a pu se passer. Donc on peut imaginer en fait les proportions qu'il y a derrière cela. Et si on prend juste le secteur bancaire, rien que le secteur bancaire, qui je le rappelle est le plus ciblé parmi tous les secteurs industriels, lui a été victime de un peu plus de 230% de cyberattaques supplémentaires par rapport à 2019. Des chiffres, il y en a pléthore, mais il y en a un qui est quand même extrêmement marquant, puisque par exemple, Google a arrêté en avril 2020, donc en plein début de grande pandémie mondiale, et a bloqué par jour 18 millions d'emails de phishing ou de malware. 18 millions d'emails frauduleux par jour. C'est absolument incommensurable, on a du mal à mesurer ce que ça représente. Et c'était à peu près 14 000% d'augmentation de tentatives d'attaque. Donc c'est vraiment un phénomène d'ampleur et d'exception et sans précédent. On a vu aussi un petit peu un changement de stratégie d'attaque, puisque ça a été extrêmement prolifique l'année dernière. Et on a vu bien le ransomware passer comme étant la première cyberattaque utilisée, qui représente à peu près un quart des cyberattaques à travers le monde. Alors c'est très médiatisé, c'est très impressionnant, et ça reste du coup le premier vecteur utilisé. Après, on retrouve j'allais dire simple, mais très efficace, vol de données, qui a lui aussi subi une augmentation de 160%, je crois, par rapport à 2019. Et en troisième position, l'accès illégitime et frauduleux à des serveurs, quelle que soit l'utilité qui voulait en être fait. Et d'ailleurs, ce dernier schéma d'attaque a été utilisé il n'y a pas plus tard qu'en début d'année contre la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, où l'accès à un fichier de partage, un serveur de partage de fichiers a été réalisé et où des données commerciales, des données sensibles ont été accédées, exfiltrées, et c'est toujours très problématique dans le secteur bancaire qui est très secret et très, très, très protégé. Alors, qu'aurait-on pu faire pour éviter cela? Alors, c'est toujours très, très difficile parce que, comme on l'a vu, c'est un ensemble de mesures qui sont reliées et dépendants les uns des autres, mais si je devais citer 3 grands pans, en fait, qui probablement auraient pu aider à réduire le risque ou en tout cas l'impact de la cyberattaque, c'est le patching. C'est le b.a.-ba, mais quand les serveurs, les applications, les systèmes sont patchés parce que les éditeurs et les constructeurs ont vu des failles et les ont corrigées, il est absolument essentiel d'être à niveau et à jour de la protection, puisque ce sont ces failles-là qui sont très, 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 très souvent utilisées par les cyberattaquants. Un deuxième axe aurait pu être la mise en place de ce qu'on appelle la politique du moindre privilège, c'est-à-dire qu'on donne quasiment aucun droit aux utilisateurs, quels qu'ils soient, et que pour élever leur privilège d'accès, leur droit d'accès et donc leur potentiel d'action, eh bien, c'est une demande spécifique qu'il faut faire et donc avec un process spécifique. Et donc, moins on a de droits, moins on a de possibilités de dégâts, ou même si les identités sont usurpées, eh ben, là aussi, les dommages peuvent être complètement limités. Et peut-être un troisième pan qu'il faudrait absolument regarder, puisqu'on voit beaucoup d'attaques qui sont par rebond, c'est-à-dire que c'est un tiers qui est attaqué finalement pour rebondir au sein de la cible première, c'est de considérer les sous-traitants, les fournisseurs, de la même façon qu'une entité interne, et leur appliquer la politique de sécurité de la même façon, ou leur demander d'appliquer la politique de sécurité de la même façon que ce que la banque aurait pu faire pour une entité spécifique. Donc travailler vraiment en mode écosystème étendu pour pouvoir avoir un niveau de protection à peu près homogène. Pas tout à fait possible, mais à peu près homogène. Voilà ce qu'on aurait peut-être pu faire dans cet exemple-là. C'est très parlant au regard de ce qui est en train de se dessiner dans la réglementation. D'ailleurs, on va en parler juste après, parce que les dispositifs en matière de violation des données, d'accès aux données, les politiques de sécurité, justement, sont en train d'arriver dans la réglementation. Et en attendant qu'elles soient dans la réglementation, elles sont déjà dans beaucoup de contrats juridiques, comme vous le savez.
Et donc, je trouve que c'est particulièrement éclairant de vous entendre sur ces exemples parce qu'on voit que finalement, peut-être que le régulateur, le législateur plutôt européen en tout cas, a bien pensé les choses pour permettre de sécuriser au mieux ce type de risque, même si on entend également de votre part que vous ne risquez pas de manquer de travail dans les mois et années à venir et que malheureusement, ces risques, voilà, je ne dirais pas sont à l'infini, mais en tout cas sont nombreux, protéiformes et de plus en plus variés. Tout à fait. Euh, ouais. Donc, merci infiniment, Aurore Minetti, pour cet échange Merci. qui plante parfaitement bien le décor sur cette thématique complexe, mais qui va nous permettre, au regard de ce que vous nous avez expliqué d'un point de vue extrêmement opérationnel et concret, ensuite d'essayer d'analyser les principales caractéristiques juridiques et réglementaires de ce thème. Merci infiniment pour votre intervention. Et à bientôt. Merci à vous. Voilà, nous enchaînons sur notre deuxième partie qui sera cette fois-ci 100% GIDE et qui traitera d'une part de l'état de la réglementation en matière de cybersécurité d'un point de vue très macro et puis ensuite nous ferons un focus beaucoup plus précis sur les enjeux en matière de données personnelles et plus particulièrement les obligations qui sont prévues par la réglementation en cas de violation des données. Alors pour ça, j'ai la chance d'être accompagné par Thierry Dor. Bonjour Thierry. Bonjour Franck. Très heureux de pouvoir échanger avec toi. Thierry, en plus d'être très au fait des technologies en général, tu es associé au sein de notre cabinet en charge du droit des nouvelles technologies et des données personnelles. Et à ce titre, tu es membre de la ligne de métier propriété intellectuelle, télécommunications, médias et technologies de GIDE. Donc, tu assistes beaucoup d'entreprises dans ton quotidien sur des projets notamment informatiques, numériques, et tu sauras nous parler d'un sujet particulièrement important, celui des données personnelles, dans un instant. Thierry, puisque nous allons parler ensemble de la réglementation européenne, je crois qu'on peut dire en introduction que la réglementation européenne n'est absolument pas muette sur les sujets en matière de cybersécurité. Mais on ne peut pas dire non plus que tout est traité par la réglementation, puisqu'elle est en cours d'évolution, on va le voir dans un instant, et manifestement, ce n'est que le début. Alors Thierry, je sais que tu as quelques questions pour moi. Avant que je m'attelle aux tiennes, je t'écoute. Oui Franck, merci pour cette introduction. Première question, la cybersécurité relève-t-elle d'un enjeu opérationnel ou de la réglementation? C'est vrai que c'est une question qu'on a trouvée importante parce qu'elle est très souvent posée par nos clients et sans doute parce que, comme vous le savez, dans le secteur financier particulièrement, le fait d'être régulé et également de conduire des activités qui sont réglementées, c'est vraiment devenu une habitude. Donc, on a souvent un petit peu trop tendance à attendre trop et tout de la règle. Et pourtant, lorsqu'on cherche à se protéger et lorsqu'on cherche, nous, à protéger nos clients des risques qui sont liés aux défaillances technologiques, qui ne sont pas uniquement d'ailleurs le fait du fat finger, mais qui peuvent aussi être dus aux cyberattaques. Ce n'est pas, je pense, uniquement la règle qu'il faut suivre, mais aussi les risques qu'il faut savoir identifier à l'avance et faire en sorte de se prémunir le mieux possible dans la structuration juridique, par exemple, de ces activités vis-à-vis de ces risques. Donc, les règles, elles permettent évidemment d'éviter des risques, mais les dispositifs opérationnels, comme Aurore Minetti a pu nous en parler tout à l'heure, qui sont mis en place par les entreprises sur toutes les interfaces, par exemple, qu'elles utilisent, et particulièrement dans un secteur où la plateformisation des services financiers est de plus en plus omniprésente, ben, toutes ces interfaces, elles doivent être structurées juridiquement également pour limiter les risques dont on va parler. C'est pour ça que je pense que la gestion du risque de cybersécurité, c'est évidemment un enjeu réglementaire, mais c'est aussi un enjeu opérationnel. Et très concrètement, il y a plusieurs choses qui permettent de se protéger. Alors, d'un point de vue réglementaire, on va en parler dans un instant, il y a des règles qui existent au niveau européen, il y a beaucoup de dispositions qui figurent dans les textes existants, et puis des projets de textes dont on parlera qui sont en cours. Mais d'un point de vue opérationnel, on peut établir des cartographies des risques, des plans de continuité, et puis beaucoup de clauses contractuelles également entre partenaires hein, dans ce secteur qui est très intermédiaire, comme on l'a dit. C'est vraiment important de savoir précisément où est-ce qu'on va placer la responsabilité dans ces chaînes d'intermédiaires.
Et puis enfin, également, lorsque les entreprises financières ont recours à des technologies qui sont très, très disruptives, comme la blockchain, le monde des cryptos, ou bien l'IA forte, notamment, hein, je pense au machine learning, c'est vraiment indispensable de savoir définir juridiquement les facteurs de risque et ensuite de structurer les contrats en fonction. Je pense par exemple aux security tokens. Il faut savoir identifier ces facteurs de risque et structurer les contrats en fonction des risques nouveaux qui peuvent naître de ces applications. Donc un enjeu opérationnel, juridique et aussi réglementaire. Merci Franck. Et quelles sont les principales dispositions prévues pour le secteur financier dans la réglementation en matière de cybersécurité? Ben, ce qui est assez intéressant, c'est que la cybersécurité, au début, elle a été traitée dans la réglementation par l'angle de la défaillance, principalement. C'est-à-dire, j'ai un outil technologique qui subit un problème technique et je dois m'assurer à l'avance que cela a le moins de conséquences sur mes clients, sur mes activités et aussi sur mon écosystème, c'est-à-dire qui ne crée pas de risque systémique pour mon secteur. C'est-à-dire qu'on a d'abord cherché à encadrer les risques microéconomiques pour que d'un point de vue macro, le recours aux technologies soit le plus maîtrisé possible. Et puis ensuite, évidemment, le législateur européen a pris conscience de l'ampleur du phénomène, hein, qui est le cyber-risque. Et cette fois-ci, il a vraiment souhaité traiter par l'angle de la cyberattaque et de la souveraineté numérique, qui est aussi un enjeu politique, les risques qui étaient associés à ces nouvelles activités, ces nouvelles technologies. Alors, on trouve en synthèse trois couches de règles et de principes dans la réglementation européenne. La première couche, c'est les textes de niveau 1, hein, c'est les règlements, les directives essentiellement. On va trouver des règles qui visent à limiter, encore une fois, ces risques endogènes, c'est-à-dire ceux qui, du point de vue du législateur, pourraient être limités et anticipés par les acteurs eux-mêmes. Donc là, on va retrouver beaucoup, par exemple, dans la directive MIF, des règles qui mettent en place des systèmes, qui imposent, des systèmes internes pour améliorer la résilience, des procédures de coupe-circuit, des dispositifs de synchronisation, des procédures de backup, bref, tout un tas de mesures qui permet de renforcer la résilience et d'assurer la continuité des activités. Dans MIF, il y a également plein d'exigences opérationnelles en matière d'évaluation des risques liés au système d'information, d'authentification des transferts d'infos, des règles en matière de corruption des données, tu parleras un peu de ce sujet tout à l'heure Thierry, et puis également de l'externalisation des systèmes d'infos. Il y a d'autres textes aussi. Un deuxième exemple, c'est la directive sur les services de paiement, DSP2, hein, qui prévoit des mesures complémentaires. Par exemple, c'est intéressant de noter que dans DSP2, les agréments de prestataires de services de paiement, ils sont subordonnés à la présentation aux autorités compétentes de l'État membre d'origine d'une politique de sécurité contre les cyberattaques, les fraudes et l'utilisation illicite des données sensibles. Et puis également, il y a des dispositions en matière d'externalisation dans un secteur où il y a encore une fois plein d'intermédiaires et donc il faut prévoir qu'il n'y ait aucune délégation de la responsabilité dans ces chaînes d'intermédiaires. La deuxième couche de règles, c'est celle qui est au niveau des autorités européennes de supervision, donc l'ESMA, EIOPA, l'EBA. Là, on a eu des orientations, des guidelines qui ont été produites par l'autorité bancaire européenne et également par son équivalent dans le domaine de l'assurance, l'EIOPA. On trouve donc des principes qui ont été vraiment édictés pour limiter ces risques. Et ces orientations, elles ne sont pas, les autorités européennes ne se sont pas auto-saisies du sujet, hein, elles sont liées et fondées sur des dispositions de la directive en matière d'exigence de fonds propres, hein, CRD, qui dans ces règles en matière de gouvernance interne prévoit que l'on précise ce que l'on doit faire en matière de cybersécurité. Donc, on trouve des mesures de gestion de ces risques pour les établissements financiers. Alors, ces orientations, elles ont été beaucoup critiquées parce que les autorités nationales considéraient que, même si c'était la première pierre à l'édifice sur ce sujet dans la réglementation, elles ne traitaient pas suffisamment de certains sujets. Et aussi, il y avait un problème d'harmonisation, ça c'est le sujet des orientations, qui selon les pays, comme vous le savez, sont reprises dans des positions dans certains pays, mais parfois uniquement affichées sur le site internet de l'autorité. Donc, il y a un problème de level playing field. Et donc, ça m'amène à la troisième couche de texte, c'est le niveau 1, avec le projet de texte DORA, qui veut dire Digital Operational Resilience Act, qui est un projet de texte qui a été publié dans le cadre d'un paquet de textes par la Commission européenne en septembre dernier,
paquet de textes sur la finance numérique, dans lequel on trouve des textes sur les cryptoactifs, sur les security tokens, sur les services de paiement, et aussi DORA, qui montre l'importance que donne aujourd'hui la Commission européenne à ces sujets, puisqu'elle propose de légiférer avec un projet de directive et un projet de règlement sur ce sujet. Projet de directive qui viendra amender les directives que j'ai citées, par exemple, sur les sujets de cybersécurité tout à l'heure. Donc, dans MIF, il y a des dispositions qui vont être revues, par exemple. Et puis, projet de règlement. Règlement qui, en synthèse, est beaucoup plus large que le périmètre que l'on avait derrière les orientations de l'ESMA et de l'EBA. Cette fois-ci, on capte les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion, les assurances, les réassurances. Donc, on a vraiment un périmètre financier extrêmement large. Et puis également, on remonte la pression réglementaire sur ces sujets, puisque les entités qui sont captées par le texte, elles vont devoir mettre en place des mesures de gouvernance et de contrôle interne, elles vont devoir gérer également les incidents liés à l'informatique et mettre en place des dispositifs d'alerte adaptés. Elles vont également, et ça c'est un volet qui est très important dans le projet de texte DORA, mettre en place des tests au niveau de l'entité, notamment des tests d'intrusion avec une fréquence régulière pour prévenir le mieux possible la survenance de certains risques et déterminer aussi, ça c'est aussi important, l'intensité de ces risques et les conséquences sur l'activité et donc les conséquences possibles en matière de risques généralisés et donc de risques systémiques. Et puis aussi des contrôles des risques liés aux prestataires de TIC, donc de technologie de l'information et de la communication, et l'élaboration d'un dispositif qui permettra aux entités de partager des infos et des renseignements sur les cyberrisques. Donc un cadre de surveillance européen harmonisé, donc ça c'est important, qui permettra d'identifier les prestataires de TIC jugés critiques est susceptible de créer des risques systémiques avec des critères qui vont être définis plus tard dans des textes de niveau 2, cette fois-ci des RTS, des ITF. Bon, ça, c'est un sujet plus technique, mais qui sera particulièrement important. Donc, beaucoup de choses. Merci Franck. Et finalement, penses-tu que les acteurs devraient se préparer à subir une pression réglementaire accrue sur ces sujets dans les mois et années à venir? Et selon toi, est-ce un phénomène européen ou mondial? Alors, c'est clairement un phénomène mondial, mais c'est clair qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ces types de risques augmentent depuis plusieurs années maintenant. On l'a compris avec l'intervention d'Aurore Ominetti tout à l'heure. Il faut voir que les services financiers, ce sont des interactions permanentes entre entités. Alors ça, c'est pas nouveau, c'est depuis longtemps, mais de plus en plus des interactions également permanentes entre technologies, entre deep tech, par exemple entre l'IA, la blockchain, le cloud, entre interfaces et intermédiaires, entre systèmes d'information internes et prestataires externes. Bref, le cyber-risque, c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui omniprésent et éminemment stratégique dans la conduite d'activités des entreprises financières. Et aussi parce que les législateurs, je crois, ont vraiment pris en main le sujet, ils ont accru leurs exigences sur ce sujet, et il faut souligner que c'est pas un phénomène qui est nouveau, et c'est pas un phénomène qui est domestique non plus, ni au niveau d'une zone comme l'Union européenne, parce qu'on a vu très très vite dans les organes supranationaux, s'il faut en citer un seul, le G7 par exemple, c'est emparé très vite des sujets de cybersécurité et de blanchiment par exemple sur le sujet fintech. Et donc, il y a vraiment ce phénomène mondial et je dirais que c'est une tendance durable sur laquelle le secteur financier doit vraiment monter en puissance et se protéger le mieux possible dans la structuration juridique des activités. Merci Franck. Je t'en prie. C'est à mon tour maintenant de te poser des questions, Thierry. Alors, on va, comme je l'ai dit, se concentrer un peu plus sur la violation des données. Justement, quelles sont les obligations qui sont prévues par le RGPD en cas de violation des données, Thierry? Alors d'abord, ce que je te propose, Franck, c'est de rappeler ce qu'est une violation de données au sens du RGPD. Je te parlerai des obligations et puis des sanctions, dont certaines sont méconnues. Parfait. Donc, la violation de données, elle est définie par le RGPD à son article 4.12. Il s'agit d'une violation de sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel, transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données. Alors, si on essaye d'expliciter un petit peu cette définition, la destruction de données, bon, c'est assez simple, c'est la situation dans laquelle, à la suite d'un incident, les données disparaissent, n'existent plus. La perte de données, ça peut recouvrir les situations dans lesquelles le responsable de traitement n'a plus le contrôle des données. Elles existent encore, mais il n'y a plus accès.
L'altération de données, c'est la modification non autorisée de ces données ou leur effacement partiel. Et enfin, le traitement non autorisé, ce sont les situations dans lesquelles des tiers non autorisés accèdent aux données ou traitent ces données alors qu'ils n'en avaient pas le droit. Alors, que dit le RGPD? D'abord, le RGPD dit que lorsqu'il y a un risque pour les individus, pour les personnes concernées, le responsable de traitement doit notifier l'autorité de contrôle. Cette notification est une nouveauté du RGPD. Elle existait auparavant dans d'autres juridictions, notamment aux États-Unis. Elle existait dans le secteur spécifique des communications électroniques, mais elle vient être mise en place de manière large pour l'ensemble des responsables de traitement dans le cadre du RGPD. Cette notification, eh bien, elle doit se faire à bref délai, 72 heures, et elle doit être accompagnée d'un certain nombre d'informations qui vont permettre aux régulateurs d'apprécier la gravité de la situation, les mesures qui sont mises en place par le responsable de traitement pour limiter les effets de cette situation, et aussi pour permettre aux régulateurs d'apprécier si oui ou non, et c'est la deuxième obligation du RGPD, les personnes concernées doivent être notifiées de cette situation. Puisque là, c'est important, c'est la deuxième obligation du RGPD, l'article 34. Lorsque le risque est élevé pour les personnes concernées, alors, non seulement le responsable de traitement doit notifier le régulateur, mais le responsable de traitement doit aussi communiquer aux personnes concernées et leur communiquer des informations qui vont leur permettre de se protéger, de limiter le risque, de prendre des mesures de changement de mot de passe, le cas échéant, afin de se protéger dans cette situation de violation de données. Les sanctions, alors elles sont prévues au RGPD, on les connaît, hein, ce sont les fameuses sanctions 2% du chiffre d'affaires consolidé ou 10 millions, la somme la plus importante étant le maximum applicable. Mais il y a d'autres sanctions qui existent en matière de violation de données, qui sont des sanctions spécifiques de la loi informatique et liberté et qui sont des sanctions pénales. Ces sanctions pénales, donc, qui restent très théoriques à ce stade, hein, puisqu'elles n'ont jusqu'à présent jamais été prononcées, 5 ans d'emprisonnement ou 300 000 euros d'amende, concernent les situations dans lesquelles le responsable de traitement n'a pas mis en œuvre des mesures de sécurité pour empêcher cette violation de données, ou le responsable de traitement a omis de notifier le régulateur d'une situation de violation de données qui présentait un risque pour les personnes concernées. Et puis, il y a une autre disposition qui va m'amener à parler d'un autre acteur en matière de données personnelles. Il y a aussi une disposition qui concerne le retard de notification d'une situation de violation de données par un sous-traitant à son responsable de traitement. Là encore, il y a une disposition dans le code pénal. Alors, j'ai beaucoup parlé du responsable de traitement. Je voulais juste rappeler que dans la réglementation RGPD, il y a un autre acteur, hein, qui est le sous-traitant, celui qui agit pour le compte de son responsable de traitement dans le traitement des données. Et lui aussi a des obligations en matière de violation de données. C'est lorsqu'il est à l'origine de la violation de données, eh bien, il doit informer très rapidement son responsable de traitement de cette situation. Voilà. Tu parlais des infractions pénales qui n'avaient pas été pour l'instant encore concrètes, mais du coup, j'imagine qu'il y a d'autres enseignements que tu tires des situations de violation de données rencontrées dans les services financiers. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, quelques éclairages sur ces sujets? Oui, alors en fait, dans les services financiers, il y a une grande complexité liée à un cumul de situations. Je vous ai parlé de la réglementation sur les violations de données au titre du RGPD, mais ce n'est pas la seule qui s'applique aux services financiers. Tu en as parlé tout à l'heure, Franck. Dans le cadre de la DSP2, il y a une obligation qui pèse sur les prestataires de services de paiement de notifier des situations d'incidents opérationnels majeurs ou d'incidents de sécurité majeurs. Alors, comme tu le sais, la première catégorie doit être notifiée à la CPR, la seconde à la Banque de France, ce qui ne simplifie pas les choses, sachant que généralement, dans le doute, les opérateurs notifient les deux lorsqu'ils ne sont pas sûrs de la classification. Et là, c'est le début de la complexité, puisque les délais ne sont pas les mêmes. En matière de PSP, le délai est de 4 heures. Je vous ai parlé d'un délai de 72 heures en matière de RGPD. Les données ne sont pas nécessairement les mêmes, puisque l'approche en matière de régulation financière, c'est la continuité du service,
alors qu'en matière de RGPD, c'est la protection des individus. Donc le RGPD va par exemple s'intéresser aux situations de risque pour les salariés de l'établissement financier, ce qui n'est pas nécessairement la préoccupation de la réglementation financière, qui va plus s'intéresser aux données des clients lorsqu'il s'agit de personnes physiques ou de personnes morales. Les définitions ne coïncident pas. On parle de données de paiement sensibles dans la réglementation financière. Le concept de données sensibles dans la réglementation RGPD recouvre quelque chose d'assez différent. Hein. Ce sont les données de l'article 9, les données relatives aux convictions religieuses, aux données de santé, à l'orientation sexuelle. Les obligations ne sont pas les mêmes et les sanctions ne sont pas les mêmes. Et puis à cette couche de régulation financière s'ajoute aussi une couche de régulation des systèmes d'information. Nous connaissons dans le cadre du Code de la défense en France depuis assez longtemps la réglementation sur les OIV. Dans le cadre de la directive Nice, on a maintenant la réglementation sur les opérateurs de services essentiels, les OSE. On sait que les deux réglementations se cumulent, hein, l'une ne se substitue pas à l'autre. Et là encore, dans le cadre de ces réglementations OIV, OSE, il y a des obligations de notification, alors cette fois-ci auprès de l'ANSSI, qui est un troisième régulateur à notifier. Et ces obligations de notification, qui là encore sont centrées autour de la problématique de la continuité de service, viennent s'ajouter aux autres. Donc une situation assez compliquée pour les opérateurs, sachant que OIV, OSE s'appliquent aux banques et aux établissements financiers, ce qui veut dire que les grosses banques, les gros établissements financiers sont soumis à l'ensemble de ces différentes réglementations, ce qui ne simplifie pas leur tâche. Si je reviens un tout petit peu sur la question du RGPD, en fait, les situations compliquées qu'on a pu rencontrer sont d'abord les situations dans lesquelles un responsable de traitement est aussi sous-traitant. Alors, c'est une situation assez courante dans les gros établissements financiers. Il y a souvent des filiales ou des GIE qui sont dédiés à la fourniture de services informatiques. Et lorsque ces filiales ou GIE sont assez performants, ils sont aussi sous-traitants pour des entités qui sont extérieures au groupe. Et donc là, on se retrouve dans des situations où on doit à la fois en tant que responsable de traitement notifier le régulateur, mais on doit aussi en tant que sous-traitant notifier ses clients, qui sont des clients extérieurs. Et il y a des questions de gestion de ce cumul d'obligations et de cohérence de partage de l'information qui sont parfois assez complexes. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que lorsque l'on fait une notification de violation de données, très souvent, on va avoir droit à un contrôle du régulateur par la suite. Contrôle du régulateur qui va essayer de comprendre, d'une part, si des mesures de sécurité avaient bien été mises en place avant l'incident pour l'éviter, et d'autre part, si d'autres mesures de sécurité ont bien été mises en place après l'incident pour éviter qu'ils se reproduisent. Et donc là, on est toujours dans des difficultés d'appréciation sur le risque de sanction lié à une situation antérieure et l'obligation de communication qui doit être pleine et entière et de coopération qui doit être pleine et entière vis-à-vis du régulateur. Voilà les principaux enseignements que je tire des situations que nous avons pu rencontrer. Merci. À t'entendre, à t'écouter, on se rend compte que c'est une vraie expertise sur ce sujet précis que tu évoques. Et donc, pour que nos auditeurs se posent aussi les bonnes questions, est-ce que tu as des recommandations à formuler sur ces sujets? Écoute, j'en ai 3. Préparation, préparation, préparation. En fait, ça ne se passe jamais comme on l'a prévu. On travaille souvent avec des clients qui ont des grilles d'analyse des situations de violation de données et on se rend compte quand on les applique à une situation donnée qu'il y a toujours un paramètre qui vient fausser l'équation. On retrouve dans certaines situations des problématiques qu'on n'avait absolument pas envisagées. J'ai le souvenir d'une situation pour un opérateur coté où s'est posé la question de savoir s'il fallait faire une information au marché compte tenu de la gravité de la situation. Information au marché qui correspondrait à une 4e communication, en plus des 3 autres que j'ai mentionnées tout à l'heure. On a des situations dans lesquelles on est victime et donc on porte plainte.
et se pose la question de la coordination entre une situation dans laquelle on cherche à s'organiser, se défendre, et une situation dans laquelle on est un peu plus offensif. Et donc, comment se coordonne une situation de plainte avec des services de police, c'est parfois la DGSI qui est en charge de l'enquête, et puis une situation de remédiation, de communication avec le régulateur. Voilà, ça peut poser des questions assez complexes. Dans ces situations-là, on a souvent recours à une cellule de crise avec une agence de communication. Donc moi, ma recommandation, c'est vraiment de se préparer, parce que c'est la meilleure manière d'affronter les imprévus et les mauvaises surprises. Une deuxième chose qui est peut-être plus spécifique au RGPD, c'est qu'on recommande à nos clients qui souvent ont une vision assez précise de leur traitement en qualité de responsable de traitement et de manière séparée, une vision assez précise de leur traitement en qualité de sous-traitant, et bien un peu de matcher les deux registres pour pouvoir combiner les situations dans lesquelles ils ont des obligations en qualité de sous-traitant et les situations dans lesquelles ils ont des obligations en qualité de responsable. Ce que je disais tout à l'heure, hein, ce n'est pas deux parties totalement séparées. Il y a des interactions entre les deux situations et si elles n'ont pas été anticipées, elles ne peuvent pas être anticipées dans l'urgence. Et puis, il y a un dernier point, c'est que une violation de données, comme un incident de sécurité, un incident opérationnel, pour des grands groupes, c'est rarement un élément isolé au niveau national. C'est rarement un élément local. Et donc, il faut se préparer à être capable de gérer la notification dans plusieurs pays. Alors, lorsque ces pays sont au sein de l'Union européenne, en matière de données personnelles, il y a des mécanismes qui permettent une certaine consolidation, pas absolue, mais une certaine consolidation. Lorsque les pays sont en dehors de la zone UE, on parle de réglementations qui sont totalement différentes, qui ont des approches totalement différentes, et beaucoup d'autres pays, j'ai cité les États-Unis tout à l'heure, mais je pourrais citer la Corée, je pourrais citer l'Australie, ont des systèmes de notification des violations de données qui vont fonctionner sur des paramètres similaires, bien sûr, mais pas identiques à ceux que nous connaissons en France et dans l'Union européenne après le RGPD. Merci infiniment Thierry pour toutes ces précisions et ces éclairages. Alors évidemment, on a eu peu de temps pour évoquer toutes les problématiques liées à la violation des données, bien sûr, mais encore plus à l'ensemble des sujets en matière de cybersécurité d'un point de vue juridique et réglementaire. Je note que la préparation est fondamentale vis-à-vis de ces risques qui sont grandissants. Donc on sera, je crois, Thierry, toi et moi et plein d'autres au sein de notre cabinet, ravis de poursuivre ces échanges avec nos auditeurs. On évoquera sans doute également d'autres points beaucoup plus précis ultérieurement. Merci encore une fois Thierry pour ta présence et cet échange. On va enchaîner avec une intervention maintenant du superviseur, qui va également sans doute nous dire qu'il faut se préparer. Merci Thierry, et on peut enchaîner sur la prochaine séquence. Merci Franck. Voilà, nous arrivons à la dernière séquence de cette conférence, de cette vidéoconférence, qui traitera des enjeux européens et des attentes du superviseur. Marc Andriès, bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement inspecteur général à la Banque de France, chef de mission de contrôle pour la CPR et également coordinateur pour le risque informatique. Merci d'avoir accepté notre invitation pour vous exprimer sur cette thématique. Alors, on l'a vu dans les interventions précédentes, la cybersécurité n'est pas uniquement une question de réglementation, et pourtant, c'est un sujet qui est de plus en plus présent au sein des organes de supervision. On note d'ailleurs, et on l'a vu, une évolution de la prise en compte du risque cyber à la fois dans la réglementation, mais aussi dans la supervision et le contrôle des activités financières réglementées. Alors, comment est-ce que finalement, selon vous, la réglementation financière s'est-elle emparée du sujet? Comment est-ce qu'elle a évolué récemment sur ce sujet de cybersécurité? Pourquoi est-ce qu'elle a souhaité évoluer? Est-ce qu'il y avait finalement un caractère d'urgence à légiférer sur la thématique de la cybersécurité au niveau européen?
les superviseurs ne font pas de la réglementation pour le plaisir. Donc, en effet, il y a eu un essor tout à fait remarquable de la réglementation sur ce sujet du risque informatique et de la cybersécurité pour des raisons très simples. C'est simplement la prise de conscience de l'importance du sujet, la menace cyber notamment, telle qu'elle a commencé à émerger dans les années 2010 et suivantes, et particulièrement qui s'est imposée à partir de 2015, elle a été perçue comme quelque chose qui pouvait tout à fait être fatal pour des établissements et même peut-être pour le secteur financier tout dans son ensemble. Donc, la réglementation, c'est un des moyens que le superviseur a choisi d'intervenir pour améliorer la situation. Pourquoi il le fait? Parce que tout simplement, il a, par ses contrôles sur pièce, sur place, le sentiment que ces sujets ne sont pas toujours traités comme ils le devraient et qu'il faut en quelque sorte augmenter le niveau. Donc c'est une forte préoccupation, indiscutablement, avec un marqueur très net vers 2015. C'est d'ailleurs fin 2014, début 2015, le moment où la supervision européenne est confiée à la BCE, où se met en place le mécanisme de supervision unique européen. La BCE en a fait tout de suite une priorité de contrôle. Ça veut dire que la pression sur les établissements bancaires a augmenté et ça a eu effectivement des répercussions sur les autres sous-secteurs, l'assurance ou la gestion. Et cela a suivi également sous l'angle de la réglementation, tout simplement parce que le niveau n'était pas encore suffisamment mature. Il a pu s'agir de textes de sensibilisation, de textes de pédagogie au départ, de recommandations, mais effectivement, ça a évolué vers des règles en dur, de la réglementation, des obligations. Et c'est la situation dans laquelle on est actuellement, très clairement. Il y a notamment eu quelques textes notables, une progression à l'autorité, du côté de l'autorité bancaire européenne, l'EBA en anglais. À partir de 2015, il y a eu des textes sur le cloud computing, puis sur l'évaluation des risques informatiques au titre de ce qu'on appelle le SREP. C'était en mai 2017. Et le texte plus important, c'est un texte de novembre 2019 sur la maîtrise des risques informatiques et de cybersécurité. Voilà, c'est un texte qui d'ailleurs inspire d'autres agences de supervision, d'autres agences de surveillance européennes pour d'autres secteurs. Et c'est un texte aussi qui a inspiré un projet de règlement européen qui est actuellement en cours d'examen, en cours de discussion devant le Parlement et le Conseil, qui s'appelle Digital Operational Resilience Act. En anglais, il est plus connu sous son acronyme DORA. Et c'est un texte qui va être directement applicable dans le droit des États membres et qui a donc une portée tout à fait considérable. Voilà, donc l'idée de toute cette réglementation, c'est qu'il faut avoir un niveau minimum. C'est d'assurer cette baseline dont parlent les anglo-saxons. On trouve aussi parfois les mots cyber hygiene, l'hygiène cyber. C'est l'idée que on ne peut plus seulement laisser faire les informaticiens dans les établissements. Il faut que ce soit un sujet pris en compte au niveau le plus élevé dans les établissements, dans les dispositifs de maîtrise des risques et qui comporte un niveau minimum de sécurité et de mesures de protection. Alors, si je reprends le terme de l'hygiène cyber, est-ce que l'hygiène est harmonisée au niveau international? J'imagine que le sujet de la coopération internationale sur ce sujet est majeur, évidemment, puisque par essence, ces problématiques sont globales. Comment ça s'organise, cette coopération, à la fois au sein de l'Union européenne, mais aussi avec les pays tiers? Est-ce que c'est efficace? Alors vous avez raison, c'est un sujet qui n'a pas de frontières. Ça, c'est une vérité absolue. Une attaque cyber sur un établissement quelque part dans le monde peut avoir des répercussions immédiatement, en tout cas très rapidement, sur les autres établissements ailleurs dans le monde. On l'a vu d'ailleurs avec une attaque en 2016 sur la Banque centrale du Bangladesh, qui a pu concerner aussi d'autres établissements, notamment la Réserve fédérale américaine.
En matière de réglementation, ce que l'on observe, c'est que chaque juridiction, comme on dit, chaque espace juridique a adopté ses règles, ses propres règles. Et elles sont à peu près toutes ressemblantes, mais évidemment, chacune a ses particularités et il n'y a donc pas véritablement d'homogénéité. Ça peut créer des perturbations, notamment pour les grands établissements internationaux, c'est-à-dire imaginez un groupe international qui a des implantations partout sur la planète. Finalement, il serait un peu gêné d'avoir une seule politique de sécurité ou une seule stratégie en matière de cybersécurité. Il devrait l'adapter aux exigences particulières de chaque régulateur local. Ça peut vraiment être perturbant, d'autant qu'on poursuit tous le même objectif. Le Conseil de stabilité financière, le FSB en anglais, avait fait un état des lieux en 2017 et avait identifié des réglementations dans les 25 juridictions membres. C'est un inventaire qui peut être assez lourd à produire. La Banque mondiale tient un registre de toutes ces réglementations, de tous les textes qui, de près ou de loin, formulent des règles ou des attentes vis-à-vis du secteur financier. Et donc, au moins, on a cette source, mais évidemment, c'est assez compliqué quand même d'adapter, de se repérer dans ces différentes règles et d'adapter sa situation à chacune. Il n'y a donc pas vraiment d'ordre mondial, si on peut employer cette expression, en matière de cybersécurité dans le domaine financier. La France, néanmoins, lorsqu'elle a eu la présidence du G7 en 2019, avait plaidé pour un peu plus de rationalité, une meilleure organisation en la matière, dans un souci de simplification et de rationalité, et aussi par très sincèrement l'idée de simplifier notre démarche et de la rendre plus claire, plus lisible. Un souci évidemment à chaque fois en matière de réglementation. Mais force est de constater que les autorités de chaque pays jalousent encore beaucoup leurs compétences propres, et donc ça n'est pas vraiment quelque chose qui a progressé, même s'il existe des groupes internationaux qui ont pu avancer à des propositions concrètes sur certains sujets. On en a formulé une d'ailleurs dans le cadre du G7 il y a peu de temps sur l'amélioration des reporting d'incidents en matière de cybersécurité, même plus largement en matière informatique, parce que c'est important qu'on ait un langage commun entre toutes les autorités dans le monde pour avoir une compréhension similaire des incidents, du phénomène, de son évolution, pouvoir comparer des situations, pouvoir aussi agir de concert en cas de crise. Donc, hormis ces sujets un petit peu isolés, il n'y a pas de démarche globale, sans doute regrettable, mais cela viendra peut-être avec aussi une meilleure appréciation, parce que pour l'instant, les règles qui sont posées sont encore souvent une première étape. Et donc, ma conviction personnelle, c'est que une fois que chaque juridiction aura aussi acquis de la confiance sur sa maîtrise de cette réglementation et des règles qu'elle veut imposer, elle pourra peut-être plus facilement accepter de se fondre dans un tout plus large. En tout cas, c'est ce qui est en train de se passer en Europe. On a eu exactement le même phénomène, puisque chaque État a commencé finalement à avoir un peu ses propres approches de supervision, chaque autorité développant ses recommandations. Finalement, les agences de surveillance européennes, par exemple donc le BA dont je parlais, ont commencé à produire des textes, et dans ce cas, les autorités nationales ont contribué à l'élaboration de ces textes. Et puis maintenant, donc la Commission européenne s'est aussi emparée du sujet avec le règlement DORA dont on parlait. Ça veut dire que petit à petit, cet environnement mutualisé se construit. Donc peut-être que ça peut aussi être une voie pour un niveau international. C'est vrai qu'il y a l'international et puis après, il y a ce qu'on peut faire au niveau domestique. Vous, parmi vos nombreuses fonctions, vous pilotez des missions de contrôle à la CPR. Est-ce que, en termes de retour d'expérience, suite à ces missions de contrôle,
il y a déjà des bonnes pratiques que vous pouvez identifier dans le contrôle des acteurs financiers en matière de cybersécurité? Est-ce que, par exemple, pour les personnes, les entreprises qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des réflexes qu'ils peuvent avoir dans la construction de leur dispositif de gestion de cyber-risque? Bien sûr. Je crois qu'en premier lieu, ce sur quoi on insiste, c'est l'implication des dirigeants. La cybersécurité, ça n'est pas un sujet pour les informaticiens du sous-sol, comme disent les Américains, c'est vraiment un sujet pour les dirigeants et pour les organes de surveillance, parce que les risques qui y sont attachés sont tout simplement majeurs pour l'entreprise, pour l'établissement. Et donc, les ignorer, ne pas les prendre en considération, ne pas fixer les orientations pour leur bonne maîtrise, ce serait une erreur qui pourrait avoir des conséquences très graves. Aussi, un autre aspect important, c'est que normalement, tous les établissements sont dotés d'un dispositif de gestion du risque. Dans les établissements financiers, la gestion des risques, c'est quelque chose qui est bien en place. Force est de constater que le risque informatique, plus largement que la cybersécurité, n'est pas réellement encore bien intégré dans les dispositifs de gestion du risque. Ce que je veux dire par là, typiquement, c'est que vous savez que la gestion des risques, on a l'habitude de la distinguer avec trois niveaux, trois lignes de défense, trois niveaux de contrôle. Alors généralement, le premier niveau est bien en place, les informaticiens savent faire leur boulot. Le troisième niveau, c'est-à-dire l'audit, contrôle périodique, est également plutôt actif, d'après nos observations. En revanche, là où ça pêche sérieusement, c'est plutôt sur le deuxième niveau. Et donc, ça veut dire qu'il y a un peu un trou dans la raquette, si j'ose dire, et la capacité à contredire, à challenger les informaticiens, à obliger à les faire prendre en compte différents angles dans la maîtrise du risque, elle n'est pas forcément acquise. Donc ça, c'est un deuxième aspect très important, le renforcement, l'inclusion du risque informatique dans la gestion des risques. Voilà. Après, on passe dans des mesures informatiques classiques avec des renforcements, des mesures de protection. Une emblématique, c'est la segmentation des réseaux pour bien compartimenter et gérer les droits sur ces différents sous-ensembles du système d'information. Un autre, c'est le renforcement des mesures de détection. Ça a été très à la mode, mais les outils sont relativement récents. La maîtrise de ces outils est assez complexe. Leur utilisation n'est pas encore très fréquente. Or, c'est un élément essentiel d'une protection cyber, d'une défense cyber, et ça mérite donc tout à fait d'être mis en œuvre. Dans la même veine, il y a la conduite de tests d'intrusion ou de tests de sécurité plus largement, puisqu'il y a différentes sortes aussi de tests avec des niveaux de difficulté différents. Cela aussi mérite d'être renforcé. Voilà. Et puis, dans ce dispositif-là, ce qui compte aussi, c'est la capacité de réaction. Et quand on vise capacité de réaction, capacité de rétablissement, en fait, on vise à avoir des dispositifs organisationnels et décisionnels qui soient bien en place pour faire face à des attaques. La logique, c'est quand il y a une attaque, de pouvoir très très vite contingenter cette attaque. Un peu comme un incendie, il faut éviter qu'il se répande. Donc, c'est très important de pouvoir prendre les mesures immédiatement et d'avoir donc les dispositifs en place pour cela. De rétablir le service le plus vite possible, d'abord en mode dégradé et puis de manière complète. Et ça, c'est donc tout le dispositif de gestion de crise. Ça suppose d'avoir établi des scénarios, savoir à quoi on s'attend quand il va y avoir une attaque, et derrière les scénarios, d'avoir des plans adaptés à faire face à ces mesures. Donc, c'est finalement un peu les différents éléments que l'on retrouve dans notre approche de supervision et aussi qui sont mis dans ces réglementations que l'on évoquait à l'instant. C'est vrai qu'à vous écouter, on constate que il y a parfois un écart, et on le sait bien, entre ce que peuvent attendre les superviseurs de la part des acteurs qu'ils supervisent, et notamment parfois des reproches qui sont faits
aux autorités sur le fait que les normes peuvent être parfois trop exigeantes ou mal adaptées aux réalités économiques de ces entreprises. Et puis de l'autre côté, les superviseurs, comme vous le disiez très bien, se rendent compte en soulevant le capot du moteur que les choses ont pu être parfois mal préparées et créer des risques qui avaient été, on va dire, insuffisamment évalués. Alors, pour réduire cet écart entre ces deux univers, finalement, les acteurs d'un côté, les superviseurs de l'autre, est-ce que dans la construction de la norme que vous décriviez tout à l'heure et l'évolution de cette réglementation qui devrait, je crois, si j'ai bien compris, s'intensifier dans les mois et les années à venir sur cette thématique, est-ce que les acteurs peuvent trouver une place dans des travaux actuellement? Est-ce qu'ils doivent s'engager dans des groupes de travail? Est-ce qu'ils doivent faire valoir également les réalisations qu'ils ont déjà pu opérer sur cette thématique? Comment en fait peuvent-ils intervenir auprès de vous pour que la norme soit suffisamment adaptée à leurs activités? C'est une question très importante. Évidemment, la cybersécurité, la maîtrise du risque informatique, c'est d'abord l'affaire de chaque établissement. À chacun de faire son nécessaire pour être protégé lui-même. Mais c'est aussi un effort collectif. Et le secteur financier tout ensemble, dans son ensemble, tout entier, je veux dire, a besoin d'une démarche collective. Ça n'est pas le superviseur, même s'il défend cet intérêt général, qui peut à lui seul assurer cette protection collective. Le superviseur est là pour amener les établissements, chacun individuellement, à réduire ses risques, mais également, il a le souci de cette protection de l'ensemble du secteur, éviter le risque systémique, comme on dit. Et cet effort ne peut pas venir que de lui-même, il ne peut pas résulter uniquement de la réglementation, donc il doit aussi procéder d'une démarche de travail en commun de la part des établissements, de leurs instances représentatives également. Donc la CPR, la Banque de France en général, milite beaucoup pour que ce travail de place ait lieu, que le sujet cyber soit un bien collectif. Évidemment, ça peut passer par des projets en commun. J'observe d'ailleurs, en ayant l'exemple d'autres places financières, par exemple des pays du G7, que c'est déjà bien avancé dans certains pays. Et donc, c'est important aussi que nos établissements fassent de même, puissent développer leurs actions en commun pour protéger et améliorer la sécurité du système financier dans son ensemble. Ça peut être sur le partage d'informations, ça peut être aussi sur des mécanismes de reprise ou des mécanismes de détection communs. Et j'observe qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui sont évoquées par ces établissements et j'espère, enfin la CPR en tout cas, encourage beaucoup ces mouvements, ces développements. C'est même un peu plus large que la simple communauté financière puisqu'on peut quasiment regarder cela comme un écosystème en lien avec d'autres secteurs, d'autres agences de protection. Je pense à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui est notre autorité cyber en France. Je vois par exemple se constituer avec Cybercampus cet écosystème avec des entreprises spécialisées qui peuvent aider également à apporter leur expertise. Voilà. Et évidemment, nous sommes des superviseurs qui cherchons aussi ce dialogue et ce contact, cet enrichissement. Donc, les établissements ont souvent développé des pratiques qui ont permis de recueillir de l'expérience, observer ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc, on a besoin, nous, en tant que régulateurs, d'avoir ce retour d'expérience pour en tenir compte dans l'évolution de la réglementation et évidemment le positionnement des exigences de supervision. Voilà. L'idée, c'est d'amener tout le monde à un certain niveau en cherchant aussi à s'inspirer des bonnes pratiques et à éviter les erreurs qui ont pu être observées ici ou là. Donc oui, en effet, c'est un effort important sur le plan collectif. Écoutez, je retiens que la cybersécurité est un bien commun et que beaucoup de choses sont encore à préciser. Ce qui est plutôt rassurant, c'est de voir que le superviseur en parle extrêmement bien et manifestement
est ouvert aux discussions et aux travaux avec les acteurs, ce qui permettra de construire une norme sans doute très performante, qui pourrait même, pourquoi pas, s'exporter d'ailleurs dans les débats internationaux qui ont lieu actuellement. Marc-André, merci infiniment pour vos éclairages, votre retour d'expérience qui nous a beaucoup éclairé. On note que, encore une fois, toutes ces questions devaient être de plus en plus présentes dans le quotidien des fonctions juridiques, des fonctions de conformité, pour la préparation des agréments des acteurs. Et donc ces sujets sont particulièrement importants à l'heure actuelle pour nombre d'acteurs opérant dans le domaine des services financiers. Donc merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est la fin de cette vidéoconférence également. Merci d'y avoir, alors pas assisté, mais en tout cas d'avoir écouté les différentes interventions qui ont eu lieu. Évidemment, nous n'avons pas pu couvrir tous les sujets relatifs à cette thématique protéiforme qu'est la cybersécurité. Néanmoins, nous restons bien entendu à votre disposition pour pouvoir échanger plus avant sur ces questions et avancer ensemble vers ce bien commun, cette meilleure cybersécurité si nécessaire aujourd'hui. Merci pour votre écoute et à très bientôt chez Gide.